diagnostiqués avec un TSA présenté par les services de parcours d'enfants chez Morneau-Shepell. Mon nom est Amélie Massé, je serai votre modératrice pour la présentation de ce soir. Avant de débuter, j'aimerais prendre quelques minutes afin de vous donner des précisions plus techniques qui vous permettront de bien participer à la présentation. Vous devriez voir à votre écran un panneau de contrôle dans le coin supérieur droit. Vous pouvez entendre la présentation en utilisant les haut-parleurs de votre ordinateur. Si vous préférez, vous pouvez également vous joindre à nous par téléphone. Il suffit alors de sélectionner l'option téléphone dans la section audio et de composer le numéro et le code d'accès qui apparaîtront. Vous avez la possibilité de soumettre des questions à notre présentatrice en les écrivant dans la section questions. Vous pouvez nous faire parvenir vos questions à tout moment lors de la présentation. Nous tenterons de répondre au plus grand nombre possible à la toute fin lors de la période prévue à cet effet. Notez que la fonction de chat n'est pas activée. Je termine en vous présentant brièvement Morneau-Shepell et les services de parcours d'enfants. Célébrant près de 50 années de service, Morneau-Shepell est le plus important fournisseur au monde de solutions en matière de santé, de comportement et de productivité. Nous aidons plus d'un demi-million de personnes chaque année grâce à l'ensemble de nos services. Parcours d'enfants, pour sa part, collabore depuis plus de 15 ans avec les familles, les écoles et les garderies afin de permettre aux enfants de développer leur plein potentiel grâce à une approche interdisciplinaire centrée sur la famille. Comprendre les besoins uniques de chaque enfant est au cœur de notre expertise. Nos services incluent le dépistage, l'évaluation et l'intervention, tant auprès des familles que des milieux de garde et scolaires. Notre équipe regroupe entre autres des orthophonistes, psychologues, neuropsychologues, psychoéducateurs, orthopédagogues, ergothérapeutes et physiothérapeutes. Je laisse maintenant la parole à ma collègue Patty Clorin, consultante en thérapie comportementale. Patty Clorin a obtenu son baccalauréat en psychologie de l'Université de McGill et sa maîtrise en analyse comportementale appliquée et en autisme du St. School of Education à New York. Patty a travaillé au secteur privé et public avec les enfants âgés de 18 mois à 12 ans ayant un trouble du spectre de l'autisme ainsi que d'autres troubles du développement. Ses domaines d'expertise incluent la communication réceptive et expressive, les compétences sociales, les compétences de jeu, le développement de l'autonomie, la motricité fine et globale, la préparation scolaire, les comportements d'autostimulation et d'autres comportements difficiles. De plus, Patty a été formée dans les systèmes texte, Prologo-to-go, des communications par pictogramme, soutien de comportement positif préventif, Early Start Denver Model, et en intervention non violente face aux comportements dangereux. Patty offre également des formations parentales et au personnel des établissements scolaires pour assurer le maintien et la généralisation des compétences acquises en traitement. Un mot sur notre offre spéciale de ce soir avant de terminer. Pour vous remercier d'avoir participé au webinaire, nous vous offrons sans frais d'ouverture de dossier pour toute consultation initiale auprès de l'un de nos professionnels. Mentionnez avoir participé au webinaire pour vous en prévaloir. Vous avez jusqu'au 15 juin pour le faire en visitant notre site web au www.parcoursdenfants.com ou en composant le 1-866-853-2397. Donc, merci Amélie et bonne soirée à tous. Avec les introductions déjà faites, on va passer tout de suite au résumé de la présentation. Donc, les objectifs de ce soir, c'est de comprendre le diagnostic de votre enfant et l'impact de ce diagnostic, que ce soit sur l'enfant, les parents, la famille, la fratrie. Comprendre comment accéder aux services d'intervention publique selon l'âge de l'enfant, l'aide financière, les crédits d'impôt, les subventions, obtenir des services au privé et l'importance de s'engager dans la communauté de l'autisme. Donc, qu'est-ce que le trouble du spectre de l'autisme? L'édition la plus courante du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publié en 2013 a apporté des changements significatifs aux définitions de certaines conditions. Donc, depuis 2013, les troubles du spectre de l'autisme regroupent tous les syndromes précédemment sous-catégorisés comme étant différents types de troubles envahissants du développement. Donc, le TSA est l'appellation qui remplace les termes autisme, syndrome de Rett, syndrome désintégratif de l'enfance, syndrome d'Asperger et TED non spécifié. Dans le DSM-5, le trouble du spectre de l'autisme fait partie de l'ensemble des troubles neurodéveloppementaux. Puisqu'on ne distingue plus le diagnostic par catégorie, on nomme la condition trouble du spectre de l'autisme sans précision. Le trouble du spectre de l'autisme est habituellement présent dans la petite enfance, mais peut apparaître de façon plus évidente au moment de la rentrée à l'école, par exemple quand l'augmentation des demandes
avec les augmentations de demandes sociales. Il se manifeste différemment selon les personnes. On appelle ça un spectre parce que les signes et symptômes sont uniques et le niveau de sévérité varie selon l'âge, les caractéristiques cognitives et comportementales et selon la présence des conditions associées. Les manifestations peuvent également changer avec le temps et les personnes autistes représentent un groupe hétérogène. Le degré de sévérité est précisé selon le besoin de soutien de la personne. Donc, si une personne a un TSA niveau 1, c'est que la personne a besoin d'un soutien. Niveau 2, un soutien important. Et niveau 3, un soutien très important. Un trouble de développement touche un enfant sur 68. Différents niveaux de capacité et une variété de présentation dans le trouble du spectre de l'autisme, c'est-à-dire que tous les gens sont touchés de façon différente. Un TSA est caractérisé par des défis dans les deux domaines suivants, donc des défis au niveau de la communication et de la socialisation, mais on peut également voir des difficultés avec des comportements répétitifs et rigides, des sensibilités sensorielles, et chez certains individus, on va remarquer des difficultés au niveau des habiletés motrices, donc fines et globales, et une gamme de problèmes de santé mentale concurrents comme l'anxiété, la dépression et les difficultés attentionnelles. Donc, au niveau de la communication, il y a certaines personnes sur le spectre de l'autisme qui parlent avec fluidité, d'autres qui ont des troubles de parole à des degrés divers ou d'autres encore qui sont incapables de verbaliser du tout. Parmi ceux qui peuvent parler, il se peut qu'ils utilisent le langage de façon très limitée ou inhabituelle. Leur ligne de conversation peut ressembler à la répétition de vos phrases ou de vos mots ou de poser les mêmes questions encore et encore. Ils peuvent être portés à parler seuls des sujets qui leur intéressent, qui rend la communication difficile. Ils ont de la difficulté à interpréter les formes non verbales de la communication, comme les expressions faciales, les gestes de la main et d'autres langages du corps. La communication déficiente est caractérisée par un retardement du développement du langage, des difficultés à initier et à entretenir des conversations, et l'usage stéréotypé et répétitif de la langue, comme la répétition des phrases entendues à la télévision. Les personnes sur le spectre de l'autisme peuvent avoir de la difficulté à établir et à maintenir des relations. Ils ont souvent de la difficulté à saisir des formes non verbales de communication que beaucoup d'entre nous prennent pour acquis, comme les expressions faciales, les gestes physiques, le contact visuel. Ils ont souvent de la difficulté à comprendre et à exprimer leurs besoins, tout comme ils ont de la difficulté à interpréter et à comprendre les besoins des autres. Ça nuit à leur capacité à partager des intérêts et des activités avec d'autres personnes et pour cette raison, ils peuvent sembler éloignés et distants. Parce qu'ils ont souvent un retard dans leur discours et par conséquent, ils ont des défis à comprendre le sens d'autres formes de communication non verbale. Ils peuvent se retirer dans le jeu répétitif du comportement et éviter l'interaction. Leurs difficultés d'interaction sociale peuvent se manifester de plusieurs façons, donc l'utilisation limitée et compréhension limitée de la communication non verbale comme le regard, l'expression faciale et le geste, des difficultés à former et à entretenir des amitiés. Ils ne s'intéressent pas toujours à chercher à partager le plaisir, les intérêts et les activités avec d'autres personnes et des difficultés avec la réactivité sociale et émotionnelle. Les personnes sur le spectre de l'autisme peuvent présenter un comportement inhabituel en raison des difficultés qu'elles ont à répondre à leur environnement. Leur comportement est généralement une tentative de communiquer leurs sentiments ou de faire face à une situation. Les problèmes de comportement peuvent être le résultat d'une sensibilité accrue à son environnement ou quelque chose qu'ils ont pu voir ou sentir. Pour les gens sur le spectre, adhérer à des routines et passer leur temps dans les comportements répétitifs sont des moyens pour eux de réduire l'incertitude et de maintenir la prévisibilité de leur environnement.
D'autres comportements peuvent inclure les intérêts inhabituels, intenses ou ciblés, des mouvements corporels stéréotypés et répétitifs tels que le battement des mains et de la rotation, l'utilisation répétitive d'objets tels que ouvrir et fermer la lumière ou l'alignement des jouets, l'insistance sur le fait de rester fixé aux routines, comme voyager la même route pour se rendre à l'école ou de mettre les choses en ordre, des intérêts sensoriels inhabituels comme le reniflement des objets ou regarder, fixer des objets en mouvement. Ils peuvent également avoir des sensibilités sensorielles, y compris l'évitement des sons quotidiens et des textures comme le sèche-cheveux, l'aspiratoire et le sable. Donc, le diagnostic est la première étape pour obtenir un large éventail de services publics pour soutenir votre enfant et votre famille. Un diagnostic en bas âge est souhaité parce qu'une intervention précoce peut avoir un énorme impact sur la vie de l'enfant. Le diagnostic permet d'accéder aux services publics pour soutenir le développement de l'enfant grâce à une gamme de services spécialisés comme l'analyse appliquée du comportement, l'orthophonie, la physiothérapie, l'ergothérapie, la psychoéducation, la psychologie. Avant d'entrer à l'école, un diagnostic peut permettre à votre milieu de garde d'obtenir une subvention gouvernementale pour soutenir la croissance et le développement de l'enfant dans le cadre du service de garde. Pour les enfants d'âge scolaire, un diagnostic permet d'accéder à un code du ministère de l'Éducation qui appuie les services spécialisés. Tout récemment, le gouvernement a sorti un plan d'action pour le trouble du spectre de l'autisme dans l'objectif de favoriser le développement du plein potentiel des personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme. Donc, les problèmes actuels liés au financement des troubles du spectre de l'autisme qui ont été abordés dans le nouveau plan d'action sont la qualité et l'accessibilité inégale des services publics selon la région, une expertise inégale en diagnostic et en services selon la région, des services de répit insuffisants, un manque de coordination entre les prestataires de services dans les secteurs de la santé et de l'éducation, un stress émotionnel et financier sur la famille et un manque de planification pour les adultes TSA après l'âge de 21. Donc, le budget du nouveau plan d'action TSA, ils vont investir 29 millions de dollars par année dans les services et les programmes pour les personnes atteintes d'autisme au cours des 5 prochaines années. Donc, 29 millions au cours des 5 prochaines années. Puis la priorité, c'est d'augmenter l'accès aux services en réduisant de 45 % la liste d'attente pour les services d'intervention comportementale intensive pour les enfants d'âge préscolaire. Donc, il y a 11,2 millions de dollars réservés à cet objectif. Pour les enfants âgés de 6 à 18 ans, 5 millions de dollars seront destinés à améliorer et à accroître les services d'adaptation. 3 millions de dollars ont été investis dans les services sociaux professionnels et de réadaptation pour les personnes atteintes d'un TSA âgées de 18 ans ou plus. 3,8 millions de dollars pour créer de nouveaux services de répit et 1,25 million de dollars pour la recherche, la formation et le développement d'outils d'intervention. Donc, il y a beaucoup de changements qui se passent en ce moment. En plus de bien comprendre le diagnostic de votre enfant, vous devez comprendre votre réaction face au diagnostic de l'enfant. C'est important parce que le parent doit être dans un bon état émotionnel pour soutenir son enfant de façon optimale. Un diagnostic a souvent un effet déstabilisant sur l'ensemble du système familial et du soutien social. Le deuil est une réaction attendue et normale. Faire face à ce chagrin, c'est un élément important et nécessaire pour bien soutenir votre enfant. Obtenir un diagnostic peut provoquer des sentiments colère, stress, frustration, incrédulité, isolement, désespoir et encore plus. Les parents et les familles vivent ces émotions de manière individualisée. Donc, c'est recommandé d'obtenir un soutien si vous trouvez de la difficulté face
face au diagnostic de votre enfant. Le partage du diagnostic de votre enfant avec lui est une situation difficile partagée par de nombreux parents. Les enfants doivent comprendre ce qui se passe, mais la discussion doit être adaptée à l'âge de l'enfant et au niveau de développement. Votre ouverture aidera votre enfant à se sentir à l'aise, à venir vous voir avec des questions, et une série de conversations est recommandée plutôt qu'une seule discussion. Donc, voici quelques conseils pour commencer la conversation. On suggère d'expliquer l'autisme en fonction des forces et faiblesses de votre enfant. Donc, au début, pour les très jeunes enfants, vous pouvez commencer par utiliser le mot autisme en décrivant votre enfant. Donc, tu as les yeux bleus, les cheveux roux, tu aimes les voitures et tu as l'autisme. Donc, on essaie de normaliser le plus possible. Vous pouvez vous concentrer sur ce qu'il est de bon, puis discuter de ce qui est plus difficile pour lui. Vous pouvez expliquer que son évaluation diagnostique a fourni des informations importantes sur la façon d'utiliser ses forces pour relever ses défis. Et concentrez-vous sur la façon dont chacun a des forces et des faiblesses. Vous pouvez donner des exemples qui s'appliquent à vous, à ses frères, sœurs ou encore d'autres membres de la famille ou personnes qu'il connaît. On suggère aussi de fournir des renseignements de base sur l'autisme. Donc, selon la maturité et la compréhension de votre enfant, vous pouvez continuer en parlant de ce que l'autisme signifie. Donc, vous voulez donner à votre enfant une image réaliste. Il peut aider votre enfant à entendre que l'autisme est commun et qu'il y a beaucoup d'enfants comme lui. Ça peut ouvrir une discussion sur les points forts et les défis que beaucoup d'enfants autistes partagent. Vous pouvez également discuter de la façon dont les personnes autistes se différencient des autres. Par exemple, vous pouvez expliquer que de nombreux enfants avec l'autisme sont très bons à se souvenir des choses, ont des bonnes mémoires, à construire des choses ou avec les mathématiques. Et expliquer aussi que de nombreux enfants sur le spectre ont de la difficulté avec les relations et de communiquer avec les autres personnes. Finalement, ne parlez pas uniquement de l'autisme. Il est important de souligner que les forces et les défis reliés à l'autisme font partie de qui il est en tant que personne. Assurez de préciser certaines de ses qualités spéciales qui n'ont rien à faire avec l'autisme. Ça va aider votre enfant à comprendre que l'autisme est quelque chose qu'il a, mais pas la somme totale de qui il est. Expliquez à votre enfant pourquoi il reçoit des services. Donc, par exemple, vous pouvez lui dire que l'orthophoniste aide à communiquer plus clairement et qu'un thérapeute du comportement ou une psychoéducatrice peut soutenir dans les relations avec ses pairs. Aidez-le à comprendre comment vous, ses thérapeutes, ses professeurs, ses membres de la famille veulent tous l'aider et souligner que nous avons tous besoin d'un soutien pour devenir le meilleur que nous pouvons l'être. Certains parents cachent un diagnostic pour protéger l'enfant du jugement des autres. C'est vraiment une crainte commune. Par contre, quand on cache un diagnostic, la personne concernée, la famille et la fratrie ont souvent des réactions émotionnelles lors de la révélation. Par exemple, il y a quelques avantages de partager le diagnostic avec le personnel enseignant de l'enfant. Des aménagements peuvent être effectués pour le comportement de l'enfant. Un comportement qui peut être vu comme étant mauvais sera reconnu comme étant le résultat d'un manque de compréhension sociale, une surcharge ou une difficulté organisationnelle nécessaire pour bien compléter une tâche. Des aménagements peuvent être effectués pour le style d'apprentissage de l'enfant. Les difficultés sociales seront reconnues et l'enfant soutenu. L'enfant peut être encouragé dans ses domaines de force ou d'intérêt. Le partage de diagnostic avec le personnel enseignant est mieux fait dans une rencontre face à face. Le parent peut souhaiter inclure les professionnels qui ont aidé l'enfant, comme l'orthophoniste, la psychologue ou l'ergothérapeute dans la rencontre. Les professionnels peuvent également aider à expliquer les besoins, les forces et les difficultés de l'enfant. Sinon, les professionnels peuvent donner des copies de toutes les évaluations ou rapports complétés et les partager avec l'enseignant avec le consentement du parent.
Les familles sont encouragées à partager cette information avec l'enfant et sa fratrie, les membres de la famille concernée, avec le moins de délai possible suite à la confirmation du diagnostic. Il faut adapter le langage au niveau de maturité de l'enfant et la charge émotionnelle que vous apportez à cette conversation sera la charge émotionnelle que votre enfant apportera avec lui. Il est suggéré de vous joindre à un groupe de soutien pour gérer vos émotions face au diagnostic. Pour en savoir plus, vous pouvez contacter votre travailleur ou travailleuse sociale au CLSC. Ils peuvent vous référer à divers groupes de soutien. Quand on explique le diagnostic aux frères et aux sœurs de l'enfant concerné, on va l'expliquer différemment selon l'âge de l'enfant. C'est important de se rappeler que les conversations concernant les frères et les sœurs atteints d'un TSA devraient être répétées au fur et à mesure que le frère ou sœur grandit. Une image plus claire du diagnostic et des implications peuvent être construites par la fratrie lorsque leur capacité cognitive devient plus sophistiquée. Donc, ouvrez les lignes de communication en disant à la fratrie qu'ils peuvent poser des questions au sujet de l'autisme. À l'âge de 2-3 ans, les frères et sœurs de l'enfant concerné auront besoin d'une brève explication sur les difficultés de leurs frères et sœurs, probablement sans divulguer l'étiquette TSA. Donc, des phrases comme « c'est difficile pour Jacob de parler ». On va essayer d'utiliser des phrases qui indiquent les comportements pouvant être vus facilement par l'enfant. À l'âge préscolaire, les frères et sœurs sont un peu plus âgés et demandent généralement beaucoup de questions pourquoi. Et ça constitue une ouverture pour les parents de discuter des raisons du comportement de l'enfant. Les parents peuvent fournir des réponses comme « Jacob a du mal à jouer avec les autres, son cerveau fonctionne un peu différemment du vôtre et le mien. Il a du mal à faire semblant avec les jouets comme nous le pouvons. » À l'âge primaire, les enfants seront en mesure de prendre plus d'explications similaires, mais ils seront également capables de prendre des explications plus abstraites, comme Jacob le trouve difficile de comprendre comment les autres personnes se sentent. Les enfants peuvent se questionner sur des scénarios improbables comme « Puis-je attraper l'autisme? Est-ce que j'ai fait quelque chose pour que mon frère ait l'autisme? » Les enfants peuvent avoir plusieurs préoccupations, donc il est important d'arrêter les malentendus en expliquant que l'autisme est non contagieux, qu'il est causé par une différence dans le cerveau du jeune et que ni les parents, ni les frères, ni les sœurs ont causé l'autisme. L'enfant doit également être assuré que l'autisme ne met pas la vie de l'enfant sur le spectre en danger. Les frères et les sœurs et eux-mêmes sont aimés et appréciés également malgré leurs différences. Rendus à l'âge préadolescent et adolescent, ils peuvent comprendre des informations plus globales sur l'autisme. Les parents peuvent parler des comportements démontrés par les frères et sœurs et expliquer que certains entre eux correspondent aux caractéristiques de l'autisme. Des questions découleront de cette discussion. Par exemple, quand va-t-il aller mieux? Qui prendra soin de lui quand il va vieillir? Les parents devraient réfléchir à la manière à répondre à ces questions. Il existe une variété de livres pour enfants pour aider les parents à expliquer aux frères et aux sœurs les différences. Les parents peuvent choisir de lire les livres eux-mêmes et utiliser l'information comme base pour répondre aux questions de leur enfant d'une manière appropriée. Il y a encore d'autres avantages à divulguer le diagnostic à son enfant. L'autonomie sociale. Donc, l'autonomie sociale consiste à exprimer ce qu'on a de besoin, de négocier en sa propre faveur, de comprendre ses droits et ses responsabilités, de faire appel aux ressources disponibles et d'être capable d'expliquer ses différences. Les parents défendent souvent les intérêts de leur enfant, mais lorsque l'enfant arrive à l'adolescence ou à l'âge adulte, il sera important qu'il soit capable de défendre lui-même ses droits du mieux qu'il peut. Donc, on recommande de commencer à pratiquer de jeune âge. Donc, l'autonomie sociale doit être enseignée graduellement et le plus tôt possible. Dans le cas d'un tout petit enfant, les premières étapes pourraient consister à lui enseigner à faire des choix et à demander de l'aide. En renforçant ses habiletés tout au long de sa vie, vous l'aiderez à acquérir un sentiment d'assurance et d'autonomie. Lorsque l'enfant arrivera à l'adolescence,
et à l'âge adulte, ce bagage d'habileté sera mis dans l'application tant dans sa vie quotidienne qu'au travail. Donc, comment accéder aux services d'intervention? La première étape est de rendre visite à votre CLSC. C'est la clé pour obtenir des services le plus rapidement possible. Avec un diagnostic, votre enfant est affecté à un travailleur social agissant de liaison avec les services publics disponibles. Le travailleur social peut également vous fournir des renseignements ou des soutiens pour obtenir des subventions de l'aide financière, des programmes qui sont offerts dans la province ou via le CLSC. Le travailleur social vous permettra d'accéder aux services de votre centre de réadaptation. Puis ça, c'est un soutien à vie pour les enfants TSA et leurs familles. Par contre, il y a eu des changements récemment à cette procédure. Donc, le gouvernement est en période de transition. En plus de pouvoir se rendre au CLSC, les familles peuvent maintenant aller à un centre intégré universitaire de santé et de services sociaux, plus simplement appelé un CIUS. Les directions des programmes en déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme et déficience physique des 5 CIUS de l'île de Montréal a lancé 5 guichets respectifs pour les demandes de services concernant ces programmes. En ce moment, ils sont en période de transition pour adopter cette approche. Donc, tel que mentionné, les parents peuvent toujours aller au CLSC pour faire une demande de service. Mais on transitionne vers les points d'accès dans les CIUS. Le CIUS a pour mission d'assurer des services sociaux adéquats dans un accès, ainsi qu'un accès facile et continu aux différents besoins en soins de santé. Donc, ils répondent de la qualité professionnelle des soins dont les usagers sont en droit de recevoir. Que ce soit pour un problème de santé physique ou mentale, les usagers peuvent recevoir des services appropriés ou être orientés vers les organismes pouvant traiter leurs conditions. Donc, les établissements publics comme les hôpitaux, les CLSC, les centres de réadaptation ou les CHSLD sont tous associés au CIUS correspondant à leur territoire. Les questions de santé publique, organisation du réseau de la santé et la mise en place des différents établissements font également partie de la mission du CIUS. Donc, les CIUS évaluent et prennent en considération les nouveaux besoins de la population sur le territoire et peuvent ainsi offrir différents services par l'entremise de différents établissements comme un centre hospitalier et universitaire, un centre local de services communautaires, un centre d'hébergement, un CHSLD, un CPE, un centre de jeunesse ou un centre de réadaptation. Donc, pour trouver le CIUS de votre région, vous pouvez consulter la section « Votre CIUS » du portail Santé Mieux-être du gouvernement du Québec. Donc, en conclusion, la mise sur pied des 5 guichets CIUS s'inscrit dans les orientations provinciales qui visent à simplifier l'accès aux services pour les citoyens. Et puis les 5 endroits en ce moment, c'est au centre-ouest de l'île, nord de l'île, l'est de l'île, l'ouest de l'île et le centre-sud de l'île. Donc, il faut consulter, encore une fois, il faut consulter la section « Votre CIUS » du portail Santé Mieux-être du gouvernement du Québec pour savoir lequel correspond à votre territoire. Une fois que vous avez accédé au service, les enfants d'âge 0 à 5 pourront accéder au service au centre de réadaptation qui offre des services d'intervention précoce, donc l'analyse appliquée du comportement, ainsi que d'autres services spécialisés comme l'orthophonie, l'ergothérapie et la physiothérapie. À partir de l'âge de 5 ans, les services de réadaptation continuent à fournir des services, mais de façon moins intensive et pour le reste de leur vie. Si votre enfant est au service de garde ou si vous voulez que votre enfant entre au service de garde, vous devez communiquer avec le CLSC ou avec le CIUS maintenant.
ou encore avec votre travailleur social qui va vous aider, et vous accompagner dans ce processus. Visitez le site web du ministère de la Famille pour utiliser le localisateur de services de garde et pour trouver un établissement qui vous convient. Par contre, pour garantir un placement pour votre enfant, vous devrez créer un compte avec la place 0 à 5. C'est le guichet unique pour les espaces de garde subventionnés. Contactez les directeurs des établissements pour discuter des besoins de votre enfant avant d'inscrire votre enfant. Insistez sur votre intérêt pour une approche collaborative, donc entre le parent, les éducateurs, la direction et les professionnels. Exprimez que vous êtes intéressé par un processus d'intégration qui tient compte des besoins de votre enfant. Si votre enfant reçoit des services d'intervention précoce, partagez que vous êtes heureux d'avoir des professionnels qui sont en mesure d'offrir des conseils aux éducateurs et au personnel dans le milieu de garde. Et établissez un moyen de communication, que ce soit par journal ou par courriel, avec le personnel du service de garde. Si la garderie n'est pas déjà au courant, vous pouvez leur informer de la subvention d'intégration. Donc, la subvention d'intégration est aussi appelée l'allocation pour l'intégration d'un enfant handicapé en service de garde. Puis, il y a 3 documents qui sont nécessaires pour accéder à cette allocation. Vous allez avoir besoin du rapport du professionnel. C'est un document que vous pouvez demander à un professionnel qui travaille avec votre enfant de remplir. Sinon, le milieu de garde peut engager un professionnel pour le remplir. Vous allez aussi avoir besoin de l'évaluation annuelle de l'enfant. Ça, c'est la responsabilité du milieu de garde qui reçoit la subvention. Et le plan d'intégration, encore une fois, responsabilité du milieu de garde, d'avoir ces documents. Ils auront une copie, ils devraient avoir une copie de ces 3 documents lors de la rentrée de votre enfant au service de garde. On recommande de demander une copie des 3 documents annuellement. Et le milieu de garde a le devoir d'utiliser cet argent de l'allocation pour soutenir votre enfant. Ça peut se faire de plusieurs façons. On peut engager un professionnel qui offre des services dans le milieu de garde. On peut également engager un éducateur qui offre un service d'intervention directe dans le cadre de la classe, acheter du matériel spécialisé comme une chaise spéciale, des ciseaux spécialisés, mais la façon dont les fonds seront utilisés est vraiment à la discrétion de chaque milieu de garde, mais il est recommandé de partager votre préférence avec l'administration avant d'obtenir l'allocation ou avant de remplir les formulaires pour l'allocation. Les services scolaires, donc communiquez avec votre école publique. Au moment de l'inscription scolaire, l'école va vous communiquer la procédure à suivre, mais habituellement, vous soumettez des évaluations et autres documents pour qu'un dossier soit ouvert. Une fois que le dossier est ouvert, le conseil scolaire communiquera avec vous pour déterminer le meilleur placement pour votre enfant en fonction de ses besoins. Il y a plusieurs types de services scolaires qui sont offerts. Il y a l'éducation intégrée dans une classe conventionnelle avec un soutien d'intégration aux besoins. Il y a également des classes spécialisées avec moins d'élèves et des éducateurs spécialisés. Pour accéder à l'aide financière, la meilleure chose à faire, c'est de demander à votre travailleur social au CLSC ou au CIUS comment accéder à ces services et à tous les autres services disponibles. Pour savoir lesquels seront accessibles à vous. Mais de façon générale, il y a un supplément pour les enfants handicapés, un crédit d'impôt non remboursable, une prestation d'invalidité de l'enfant, une subvention en milieu de garde, une subvention informatique et encore plus. Fait qu'on recommande vraiment de contacter votre travailleur social pour savoir lesquels seront disponibles à vous.
Donc, rendu aux services privés, il y a un large éventail d'écoles et de services de réadaptation qui sont également disponibles dans le secteur privé. Ceux-ci peuvent être choisis par les parents au lieu des services publics ou pour les compléter. Les prestations de services de réadaptation privés peuvent effectuer des dépistages, des évaluations, des services d'intervention directe et des formations parentales dans différentes disciplines comme la psychologie, les consultations comportementales, l'orthophonie, l'ergothérapie. La Fondation Choix du Président, Noël à printemps et la Fondation Ceridian peuvent offrir aux familles une subvention pour accéder aux services pour les enfants ayant un diagnostic TSA. Normalement, on ne peut pas avoir deux subventions en même temps et ils sont renouvelables aux 5 ans. Lorsque vous cherchez des services dans le secteur, que ce soit dans le secteur public ou privé, assurez-vous que tous les professionnels ont les formations appropriées et qui font partie de leur ordre. Renseignez-vous sur leur expérience avec des enfants ou des adolescents adultes ayant un TSA. Ce n'est pas tous les professionnels qui seront le meilleur match pour votre enfant et votre famille. Fait qu'assurez-vous d'avoir une bonne relation de travail, une communication ouverte avec cette personne ou ces personnes. Il faut avoir une relation de confiance et de collaboration. C'est vraiment vital au progrès de l'enfant. Certaines questions que vous pourrez poser un professionnel qui travaille ou qui pourrait possiblement travailler avec votre enfant, c'est comment allez-vous mesurer le progrès de mon enfant? Comment travaillez-vous avec les comportements difficiles? Est-ce que je peux observer des séances? Est-ce que je peux être présent pendant les séances? Et comment est-ce que je peux contribuer au progrès de mon enfant? Finalement, c'est important de s'engager dans la communauté de l'autisme pour éviter les sentiments d'isolement. Encore une fois, votre travailleur social au CLSC, ou vous pouvez encore passer par le CIUS, va pouvoir vous informer des groupes de soutien, des formations parentales, les services de répit, les bibliothèques de ressources, les camps spécialisés, les activités. Et certains CLSC offrent même des groupes de soutien ainsi que des ateliers. Donc, informez-vous auprès de votre travailleur social. Donc, ceci conclut la présentation. Je vais laisser la parole à ma collègue Amélie. Donc, on a un petit 5 minutes. Là, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser à votre panneau de contrôle la catégorie questions et écrire les questions qui vous viennent en tête. S'il n'y a pas de questions, vous pouvez toujours écrire à la suite de ce webinaire à l'adresse courriel pclaren@commercialmondochetel.com pour parler directement avec Patty. Je vois qu'il n'y a pas de questions encore, donc on va terminer. Une fois que vous avez quitté la présentation, vous recevrez un pourcentage de satisfaction. Je vous remercie de prendre quelques minutes pour le compléter. Vous recevrez également un courriel dans les 24-48 heures vous donnant accès au lien permettant de réécouter l'enregistrement de la présentation de ce soir. Au nom de Morneau Cheptel, des services de parcours d'enfants et de notre présentatrice, merci à tous pour votre participation et bonne fin de soirée.